D'accord, donc on passe au cours. Donc on va terminer le cours. Donc nous avons dit que dans la préparation des budgets opérationnels, nous avons vu la procédure budgétaire de la production et nous avons commencé par initier les techniques de gestion de production. Donc, quand on parlait des techniques de gestion de production, nous avons parlé premièrement de la programmation linéaire. Et dans la programmation linéaire, nous avons dans un premier temps une résolution graphique et dans un deuxième temps, nous avons une résolution par la méthode du simplex. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la résolution par la méthode graphique, nous avons fait un exercice, une application dans le cours, et nous avons fait ce premier travail dirigé, et on va faire le deuxième travail dirigé juste après. Maintenant, on va passer à la résolution d'un programme linéaire en passant par la méthode du simplex. Donc, quel est le problème ici? Pourquoi on doit passer à la résolution par le programme, par l'algorithme du simplex? Pourquoi? Parce que, juste une chose importante, c'est que tout simplement, la résolution graphique, elle est facile lorsque la dimension ne dépasse pas, la dimension, si vous voulez, l'espace vectoriel ne dépasse pas R2. Donc, lorsque l'espace vectoriel dépasse les deux dimensions, pour trouver une solution, c'est très difficile. Donc, dans un espace de deux dimensions, ça veut dire nous avons un axe des abscisses, un axe des ordonnées, et nous avons aussi les droites des différents ateliers, les différentes contraintes commerciales, contraintes techniques, contraintes logiques, etc., la fonction économique. Donc, ces contraintes, les différentes contraintes forment ce qu'on appelle un polygone. Ça, ce qu'on appelle un polygone. Donc, la résolution graphique, elle va consister juste à trouver, tout simplement, à tracer la droite économique passant par l'origine, et puis la déplacer jusqu'à trouver la tangente. Ça, c'est très facile. Mais lorsque la dimension dépasse R2, donc automatiquement, on ne va pas trouver les solutions. Désolé. Donc, lorsqu'on passe d'un espace de deux dimensions, ça veut dire X et Y, vers un espace où il y a plusieurs dimensions, ça veut dire R3, R4, etc. Là, on ne va pas trouver la zone qui comporte les solutions qui satisfait les différentes contraintes. Elle ne forme pas un polygone, elle forme ce qu'on appelle un polyèdre. Donc, là, dans un espace de deux dimensions, on parle de polygone. Ça veut dire l'ensemble des solutions qui satisfait les différentes contraintes des différents ateliers se trouve dans le polygone A, B, C et D. Mais lorsque l'espace dépasse 2, donc lorsqu'il y a deux dimensions, lorsque un espace dépasse les deux dimensions, automatiquement, on trouverait non pas un polygone de solution, mais un polyèdre de solution. Donc, je vais vous montrer, c'est pour cela que j'ai utilisé ce logiciel, je vais vous montrer comment se passent les choses sur les trois dimensions. Donc, on va choisir les trois dimensions. Et vous allez voir, je vais commencer par... Donc, on va prendre les contraintes. Donc là, je vais rapidement, je ne vais pas tracer les points, je vais rapidement, parce que ce logiciel me le permet, je vais tracer rapidement les différentes droites. Et vous allez constater que les droites que je vais tracer, elles forment non pas une droite, mais ce sont des plans. Donc, je vais tracer, donc si par exemple,
je satisfais la contrainte commerciale, ça veut dire que x est égal à 100, y est égal à 300 et z est égal à 50. Donc, je vais aussi réduire pour tout simplement. Donc on va passer à la première contrainte. En tapant la première contrainte dans le logiciel GeoGebra, nous allons obtenir non plus une droite, mais nous allons obtenir un plan. Maintenant, on va passer à la deuxième contrainte. On va prendre l'équation. On va la taper sur GeoGebra pour tracer le deuxième plan de du deuxième atelier. Donc ces plans forment le plafond qu'on peut atteindre un atelier. Donc on va changer la couleur de ce deuxième atelier pour tout simplement faciliter la visualisation de notre polyèdre. Vous pouvez le remarquer que nous sommes en train de former un polyèdre. Donc on va passer à la troisième contrainte de l'atelier numéro 3. On va changer aussi la couleur de la troisième contrainte, du troisième plan. Donc vous allez constater que le polyèdre formé de ces trois ateliers, il comprend l'ensemble des solutions qui satisfait la capacité de production des trois ateliers. Là, on va passer à une résolution par la méthode du simplex. Donc, ça veut dire une solution par la méthode du simplex. La méthode du simplex, on va juste prendre les équations, les différentes équations, les différentes inéquations du programme linéaire, on va les transformer en des équations linéaires et on va suivre le programme, la méthode du simplex. La méthode du simplex, si vous voulez, elle représente
une forme d'algorithme. Ça veut dire un algorithme. Un algorithme, c'est tout simplement, c'est un ensemble de règles finies qui tout simplement nous permet de faire une séquence des différentes opérations pour atteindre un résultat et pour résoudre un problème. Là, nous avons un problème, c'est tout simplement de trouver le R maximal. Et nous avons aussi des règles. Nous avons les contraintes commerciales, contraintes techniques, contraintes logiques, etc. Donc, on va suivre tout simplement les différentes étapes, les différentes règles, aussi bien données par le programme linéaire et aussi les règles données par la méthode de simplex, donc le fondateur est Dantzig. Donc, on va tout simplement faire la résolution par la méthode du simplex, étape par étape, mais en travaillant sur une application. Donc, je vais commencer par une application. Donc, est-ce que vous avez au moins compris? Faites-moi un signe si vous avez compris au moins la différence entre une résolution graphique. Pourquoi, ce n'est pas la différence, mais pourquoi on doit passer d'une résolution graphique à une résolution par la méthode du simplex? Est-ce que vous avez au moins suivi mes explications sur le logiciel? Oui, 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 oui ou non? Oui. D'accord. Donc, si vous avez compris la difficulté de faire une résolution graphique sur un espace à plusieurs dimensions, si vous avez saisi cette problématique, donc on passe à la méthode du simplex, ça va nous aider à résoudre ce problème. Donc, pour tout simplement utiliser la méthode du simplex, j'aurai besoin de ces étapes. Donc, la première étape que je dois faire pour utiliser la méthode du simplex, c'est que la méthode du simplex travaille avec des équations. Donc, je dois transformer les inéquations en des égalités, en ajoutant des écarts. Deuxième chose, il faut trouver la solution de départ. C'est l'idée d'un algorithme. Donc, l'idée d'un algorithme, nous avons des règles, nous avons des séquences, on doit suivre des séquences, et nous avons aussi un résultat ou un problème à résoudre. Et on va commencer par la première étape en utilisant ce qu'on appelle des solutions de base. Pour tout simplement faire l'exercice d'une manière un peu rapide, je vais vous expliquer ce que veut dire la solution rapide. C'est la solution, tout simplement, c'est la solution si la solution de x et y, si on ne fait aucun effort. Donc, la première chose qu'on a fait quand on a tracé la fonction économique, on a tracé la fonction économique passant par l'origine. Cela veut dire que nous avons, d'une manière implicite, nous avons choisi une solution de base. Donc, on choisit que R est égal à 0. Ça veut dire que le résultat ou la rentabilité est égal à 0. Donc, on passe par l'origine, ça veut dire X est égal à 0 et Y est égal à 0. Ça veut dire la quantité à produire, il n'y a pas de production. Donc, les ateliers, ils ont la totalité de leur elles détiennent la totalité de leur capacité de production. Donc, on va faire donc, la solution de base. Donc, c'est tout simplement la solution de base, c'est le fait de choisir, de commencer avec, puisque avec les différentes règles et avec le résultat ou la résolution demandée, c'est le fait d'avoir un résultat maximal. Donc, il y a plusieurs solutions, mais ce qui nous importe, c'est tout simplement la solution optimale. Donc, c'est pour cela, on va tâtonner, on va dire, par exemple, on va commencer par là. Est-ce qu'on aurait comme résultat, est-ce que les résultats qu'on va avoir sont satisfaisants? Donc, on va choisir une solution et on va tout simplement tester, est-ce que la solution, elle est optimale? Oui,
on va passer à la deuxième étape. Non, on va retourner. C'est ça ce qu'on appelle un algorithme. C'est tout simplement des règles finies qui nous permettent de résoudre un problème. Donc, la solution optimale, donc la solution de base, c'est la solution de départ si on ne produit aucun produit. Donc, on va commencer l'exercice. Donc, nous avons lorsque je vais arriver au choix de la variable entrante, choix de la variable sortante, je vais tout simplement revenir à ce diapo. Mais tout d'abord, je vais commencer par où se trouve l'exercice, l'application, c'est celle-là. D'accord. Donc, je vais commencer par l'application. Donc, l'application ici, solution optimale liée à la rentabilité par la méthode du simplex, cas de plusieurs règles. Là, vous allez me dire que nous avons ici juste deux variables. Oui, je vais utiliser la méthode du simplex sur un programme linéaire de deux variables pour tout simplement simplifier et pour vous aider à mieux comprendre la méthode du simplex. Donc, nous avons ce programme linéaire, x1 plus 3x2 inférieur à 450, 2x1 plus x2 inférieur à 350, x1 plus x2 inférieur à 200, et nous avons une contrainte logique. Cela veut dire que soit on ne produit rien, ça veut dire que x1 et x2 est égal à 0, soit on va produire une quantité supérieure. On n'aurait jamais une quantité tout simplement négative. Donc là, la contrainte logique, logiquement parlant, on ne peut pas produire moins 50. C'est pour cela qu'on a x1 et x2 doivent être supérieurs ou égales à 0. Et nous avons une fonction économique x1 plus 2x2. La question, le travail à faire, déterminer le programme de production optimale au sens économique. Donc, vous allez suivre les étapes. Donc, la première étape, donc j'ai ici les étapes. Donc, application, programme linéaire. Donc, on doit tout d'abord mettre ici ce qu'on appelle le programme linéaire sous forme canonique, ça veut dire avec ce format. Donc, avec ce format, on l'appelle ce programme linéaire, c'est un programme, c'est sous forme canonique. Donc, x1 plus 3x2, je vais la mettre ici. Je vais un peu rapprocher cette présentation. Donc, x1 plus 3x2 inférieur ou égal à combien? À 450. Euh, 2x1, désolé, 2x1 plus 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 350. À 350. Troisième contrainte, x1 plus x2 inférieur ou égal à 200. Désolé, ça c'est la contrainte. Ce n'est pas la contrainte commerciale. Nous n'avons pas ici les contraintes commerciales, donc les contraintes techniques. On va parler des contraintes commerciales dans les travaux dirigés. Donc la contrainte logique, c'est clair. Nous avons x1 et x2 doivent être supérieurs à x1.
x2 supérieur ou égal à 0. Donc, ce sont les deux contraintes là. Et nous avons la fonction économique. On va la mettre ici. La fonction économique va être égale x1 plus 2x2. Max R est égal deux fois x2. D'accord. Donc, deuxième étape dans l'algorithme du simplex. Donc, je recommence. Nous avons dit que dans la résolution graphique, c'est facile de tracer les droites, de trouver la solution optimale. Lorsque R est inférieur à 3 dimensions. Inférieur à 3. Donc, si nous avons R2, c'est facile. R3, ça devient de plus en plus difficile. Un espace de 4 dimensions et plus, c'est très difficile de trouver la solution optimale. Donc, on utilise la méthode, l'algorithme du simplex. L'algorithme du simplex, c'est tout simplement, c'est un processus, si vous voulez, c'est un processus. Sa définition, c'est un processus qui nous permet de résoudre un problème. C'est un processus qui nous permet de résoudre un problème. Ce processus, il est constitué de règles finies. Il y a des règles finies qui vont nous permettre de faire des opérations, une séquence des opérations qui va nous permettre, tout cela va nous permettre de résoudre un problème. Ici, notre problème, c'est nous avons un objectif de maximiser la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est ça, si vous voulez, c'est un processus. On va commencer par une étape et on finir avec une dernière étape qui va nous permettre, qui va nous donner une solution optimale. C'est ce qu'on entend par algorithme. Donc, algorithme du simplex. Le fondateur, c'est Dantzig. Dantzig, c'est un mathématicien qui a tout simplement utilisé, qui a utilisé un peu d'algèbre, algèbre linéaire, un peu d'algèbre linéaire. En plus de l'algorithme, il lui a donné ce qu'on appelle un algorithme du simplex qui lui permet tout simplement de trouver des solutions, ce qu'on appelle dans les mathématiques appliquées la recherche opérationnelle, c'est-à-dire la recherche de solutions à des problèmes. Donc c'est ça ce qu'on entend par algorithme du simplex. Je le répète, algorithme du simplex, c'est un processus qui nous permet de trouver des solutions à notre programme linéaire. Et c'est une association de l'algèbre linéaire et de l'algorithme. Donc, qui va tout simplement, cette association va nous permettre de trouver des solutions, de trouver des solutions à des problèmes de gestion. Ici, ce sont des problèmes de gestion de production. Donc là, on passe à la deuxième étape. Donc, quelle est notre deuxième étape? C'est tout simplement transformer le programme linéaire sous format canonique en format standard. Ça veut dire tout simplement transformer les inéquations en des équations. Donc cela veut dire qu'on va ajouter des écarts. On va ici mettre les inéquations, donc on doit les transformer en des équations. Donc cela veut dire que cette première partie de l'inéquation est inférieure à 450, cela veut dire que si on ajoute à la première partie de l'inéquation, on ajoute une variable, ça va nous aider. Cette variable, peut-être sa valeur, va nous permettre de réaliser l'égalité. Donc pour tout simplement transformer l'inéquation en égalité, il suffit d'ajouter ici ce qu'on appelle une variable d'écart. On va ajouter E1. Donc, on va faire la même chose dans les autres. On va ajouter E2. Et ici, on va ajouter E3. Donc, ces variables d'écart, tout simplement, ces variables d'écart, ils nous permettent tout simplement de transformer les inéquations en des équations, en des égalités. Donc, troisième étape, donc première étape, lorsque je vous donne un exercice,
il faut tout simplement mettre en place le programme linéaire sous format canonique. Ça veut dire, si je vous donne la fonction commerciale, la contrainte commerciale, c'est quoi? Si par exemple, je vous dis que le département, en fait, le service commercial, le budget des ventes établi par la direction commerciale permet, par exemple, juste la production de 300, de X, du produit X et 500 du produit Y. Cela veut dire que X doit être inférieur ou égal à cette quantité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, le marché n'accepte qu'une valeur qui est soit égale, soit inférieure à cette quantité. C'est ce qu'on entend par contrainte commerciale. Si le département commercial, dans son budget des ventes, vous dit par exemple que la valeur, que la quantité prévisionnelle de vente de X est de 300, donc votre contrainte commerciale serait X inférieur à 300. C'est ça. Et vous connaissez les autres, donc la contrainte technique, ça concerne les ateliers. Contrainte logique, c'est tout simplement, ça concerne la logique des choses. Donc, soit on ne produit rien, soit on va produire une quantité qui est de valeur positive. Donc, deuxième étape, nous avons dit qu'il faut transformer les inégalités en des équations en ajoutant ce qu'on appelle les variables d'écart. Troisième étape, il faut commencer par une solution de base. Quelle est la solution de base? C'est la solution de base dans les ouvrages de recherche opérationnelle, c'est tout simplement la solution, c'est tout simplement la valeur à l'origine. Ça veut dire, tout simplement, c'est que la valeur nulle des deux produits. Si par exemple nous avons un produit A et un produit P, la solution de base, c'est que A est égal à 0 et B est égal à 0, automatiquement R est égal à 0. Donc c'est la solution de base. Donc notre solution de base ici, c'est X1 est égal à 0, X2 est égal à 0. Si X1 est égal à 0, si X1 est égal à 0 et Y1 est égal à 0, à quoi est égal à E1? E1 est égal, donc dans la première équation, nous avons E1 est égal à 450. À quoi est égal à E2? Dans la deuxième équation, si X1 est égal à 0 et X2 est égal à 0, donc E2 est égal à 350. E3. Dans la troisième équation, si X1 est égal à 0 et si X2 est égal à 0, E3 est égal à 200. Donc, avant de continuer, est-ce que vous arrivez à voir mes explications? Parce que c'est très important de voir. D'accord? D'accord. Donc, il suffit juste de suivre ces étapes données par son fondateur, enfin, son inventeur, l'inventeur de l'algorithme simplex Danzig, le mathématicien Danzig. Donc, il suffit de suivre les étapes. Troisième étape, nous avons dit, solution de base. En quatrième étape, il faut mettre en forme les équations. Ça veut dire mettre en forme. Il faut mettre en forme, il faut tout simplement, ce que vous devez savoir, c'est que dans cette solution de base, tout d'abord, X1 et X2, on les appelle les variables hors base, et E1 et E2, ils sont les variables de base. J'ai oublié ici de mettre R est égal à 0. Normalement, lorsque X1, ici, j'ai oublié la fonction économique. Désolé. Ici, c'est 0, E1, plus. Donc, on doit aussi mettre ici que les valeurs, que les écarts dans la fonction économique, ils ont une valeur, ils ont des coefficients nuls. 0, E2, plus 0, E3.
Donc, si x1 est égal à 0 et x2 est égal à 0, cela veut dire que r est égal à 0. Donc, les variables de base, en fait, nous avons la solution de base, c'est x1 est égal à 0. Quand x1 est égal à 0 et x2 est égal à 0, la solution, c'est quoi? C'est E1 est égal à 450, E2 est égal à 350 et E3 est égal à 200. Ça veut dire que les ateliers, ils ont leur capacité maximale, leur capacité n'a pas été épuisée. Donc, on n'a pas épuisé la capacité des ateliers. Donc, ça, ce qu'on appelle, c'est E1 et E2 et E3, on les appelle les variables de base. E1, X1 et X2, on les appelle les variables hors base. Donc, les variables hors base, ils sont nuls. Donc, je continue. Mise en forme des équations. La mise en forme des équations selon la méthode de simplex de Danzig, il faut mettre les variables de base en fonction des variables hors base. C'est pour cela qu'on va les mettre. Maintenant, je vais passer à Excel pour simplifier les choses. Donc, je vais mettre ici, je vais commencer sur, donc c'est ça. Donc, ici, on met les variables de base. Je vais agrandir un peu. Je pense que, désolé. Autrefois, 24, ça nous serait utile. Non, un peu. Je vais voir si vous arrivez. Donc, je vais. Donc, avant de continuer, est-ce que vous arrivez à voir Excel? C'est le plus important. Est-ce que vous arrivez à voir Excel? Oui? Donc, c'est bon. Alors, c'est très facile si vous suivez les étapes de Danzig. Donc, on va commencer par... Donc, ici, on met la mise en forme. Désolé, ici. Je commence ici. Donc, cela veut dire la mise en forme des équations. Cela veut dire, selon Danzig, c'est tout simplement de mettre les variables de base en fonction des autres variables hors base. Donc, on va mettre ici les variables de base E1, E2, E3. Ici, on va mettre X1, X2, E1 et les autres. Voilà. Ici, on va mettre BI, c'est tout simplement la valeur de la deuxième partie des équations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, on va prendre ces valeurs, ils constituent ce qu'on appelle BI. C'est notre BI, donc notre première valeur, c'est 450. Donc ici, pour faciliter la tâche, je vais tout simplement faire la capture de mon écran. Ça va m'aider à faire rapidement le... Désolé. Je vais un peu réduire à D. C'est ça. C'est bon. Donc, à quoi est égal à x1 ici, la valeur de x1? Ce que vous devez savoir ici, ce sont les coefficients. Ici, voilà, ce que vous devez savoir, c'est que ce tableau n'est que les équations que nous avons au-dessous. Ce sont des équations, tout simplement. Mais ici, on va mettre juste les coefficients. Par exemple, ici, le coefficient de x1 dans l'équation numéro 1, c'est 1. L'équation de x2 dans l'équation numéro 1, c'est 3. 1, son coefficient, c'est 1. Et dans l'équation numéro 1, si vous voulez, le coefficient de E2, c'est 0. Puisqu'on n'a pas comme variable d'écart E2 dans l'équation numéro 1. Et la même chose ici. BI, c'est quoi? C'est 450. Deuxième équation. Coefficient de x1, c'est 2. Coefficient de x2, c'est 1. Coefficient de E2,
E1 c'est 0, le E2 est 1, le E3 est 0. Coefficient de x1 dans la troisième équation, c'est 1. Dans la deuxième, x2 dans la troisième équation, c'est 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est, désolé, ici, c'est 0. Ici, c'est 1. J'ai oublié ici de mettre BI, c'est 350. Et 200. Donc, je vais mettre aussi les coefficients de ma fonction économique. Donc, 2, 0, 0, 0 et 0. Donc là, tout simplement, j'ai mis les différentes coefficients, des différentes variables des trois équations. Vous allez me dire pourquoi nous avons ici les variables de base. Les variables de base constituent, si vous voulez, la solution de base. Notre solution de base nous donne ces variables. Dans notre solution de base qui est x1 est égal à 0, y1 est égal à 0, nous avons comme solution de base E1 à quoi est égal. Donc, normalement, les variables de base qui se trouvent ici, leur valeur, elle est égale, se trouve ici. Donc, dans la solution de base, nous avons les variables de base E1 à quoi est égal, c'est 450. E2, c'est 350. E3, c'est 200. C'est ça. Donc, si vous voulez, c'est la mise en forme de l'équation, de notre équation, de notre programme linéaire. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Tout d'abord, est-ce que vous arrivez à me suivre pour que je puisse passer à autre chose? 29. D'accord. Maintenant, imaginez que je ne travaille pas avec la méthode du simplex. J'ai des équations et je veux tout simplement utiliser un algorithme. Cela veut dire un algorithme, tout simplement de choisir lequel des x que je vais produire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un algorithme. On va tout simplement, nous avons des règles infinies, des contraintes, etc. Et on va choisir une solution de base, une deuxième solution de base. Quel est le produit que je vais choisir? Selon cette méthode, pour choisir la variable entrante, il suffit de calculer ce qu'on appelle les marginaux. C'est pour cela j'ai tout simplement, je vous ai dit que je vais revenir à ces diapos. Donc, pour choisir la variable entrante, Danzig vous donne un premier critère. Donc, le critère pour choisir une variable entrante, il faut calculer ZJ et GGJ. Je vais vous montrer comment la faire. Donc, ZJ, à quoi est égal à ZJ? Ici, c'est CI. Ici, ce sont les valeurs de G. C'est ici où se trouvent les marginaux, GI. Les valeurs de GI, ici. Donc, qu'est-ce que dit Danzig? Donc, le premier critère de Danzig, il faut trouver ici les marginaux les plus grands possibles. Donc, les valeurs ici, donc quand on va calculer GI, on va choisir la valeur de GI maximale. C'est ça, il faut juste appliquer la technique de Danzig. Donc, il suffit de trouver ici une valeur maximale. Comment on va faire? Je vais vous montrer comment le faire. Donc, première des choses, tout d'abord, ici, ce sont les coefficients. Les coefficients des variables de base. Quel est le coefficient des variables de base? Ici, c'est les CI. Je vais vous la montrer. CI, c'est les coefficients des variables de base dans la fonction économique. Désolé. Donc, dans la fonction économique, E1, son coefficient est égal à 0.
E2 dans la fonction économique, son coefficient est égal à 0, et E3 dans la fonction économique, son coefficient est égal à 0. Donc, à quoi est égal à ZI? Ici, ZI1, Z1, ça veut dire ZJ plutôt. ZJ, ça veut dire la colonne, J, c'est la colonne. Donc, G, si je mets J est égal à 1, ça veut dire la colonne 1. Donc, si je veux calculer Z1, Z1, je vais la mettre ici pour ne pas perturber le tableau. Donc, si je veux calculer Z1, je vais ajouter ici une ligne. ZI, je vais calculer ZJ ici. Pas grave, je vais les calculer ici. Donc, à quoi est égal à ZJ? C'est, je vais tout simplement multiplier les valeurs de CI fois cette colonne. Donc, 0 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 1. C'est ce que j'entends par cette... Donc, ici, c'est l'ensemble des BIJ fois CI. Cela veut dire, donc, je vais multiplier les coefficients des variables de base fois les coefficients BI, c'est les coefficients de la colonne, et il va nous donner ZJ. C'est très facile, il suffit de faire la multiplication. Donc, je vais tout simplement, je vais vous montrer comment le faire ici. Donc, 0 fois 1. Donc, je vais le faire ici, solution de base. Donc, choisir une variable en 30. Choisir une variable en 30. C'est ça. Donc, je vais calculer ici ZJ, Z1. À quoi est égal à Z1? Désolé. Z1. Z1 est égal à 0 fois 1. 0 fois 1, c'est 0 fois 1 plus, je vous montre d'une manière un peu moins rapide pour vous permettre de prendre les différentes étapes. Donc, plus 0 fois 2, 0 fois 2, plus 0 fois 1. 0 fois 1. Qu'est-ce qu'elle va me donner comme valeur? Est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Alors, c'est très facile. Je vais faire ces calculs d'une manière la plus rapide. Maintenant, tout simplement, je vous montre la méthode authentique, la méthode de son inventeur qui est Danzig. Donc, on doit suivre la méthode scientifique. Pour être scientifique, il faut tout simplement utiliser les méthodes des chercheurs dans la discipline. Donc, le chercheur dans cette discipline qui est les mathématiques appliquées, c'est Danzig. Il nous a donné cette méthode, on va l'appliquer selon ses règles. Donc, nous avons calculé Z, il nous faut calculer G, les marginaux. À quoi est égal à G? C'est R. Ça veut dire le coefficient RJ, c'est le coefficient initial de la fonction économique, moins ZJ. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que G1 est égal à R1. Je vais vous montrer où je vais. R1 moins Z1. Donc, R1, c'est ça, c'est 1. Donc, il faut tout simplement commencer par R1, c'est le coefficient initial de la fonction économique, qui est 1. Donc, si je remplace R1 avec 1, moins Z1 est égal à 0, à quoi est égal à G1 est égal à 0. Donc, je vais mettre ici 0. G1, mon G1 est égal à 0. 1, désolé, 1. Donc, G1 est égal à 1. Désolé, 1, ici. Ça veut dire que ici, la marge ici calculée est de 1.
Donc, selon Danzig, il faut choisir la marge la plus grande possible. Donc, premier critère de Danzig, c'est il faut choisir la marge la plus grande possible. Donc, je vais revenir. Donc, pour continuer le calcul, je vais faire la même chose. Je vais multiplier quoi est égal à J est égal à R1 moins. Je vais faire cela rapidement. Donc, je vous ai montré comment la faire. Donc, R1 moins. Je vais multiplier, c'est 0 fois 3 plus 0 fois 1 plus 0 fois. Donc, la marge est donc la même chose ici, je vais trouver 0. Je vais faire la même chose, c'est pas grave. Donc 0 moins, donc cette marge, cette R1, 0 moins fois 1 plus 0 fois 0 plus 0 fois 0. Ça va me donner ainsi de suite. Je vais trouver juste les zéros. Donc, selon le premier critère de Danzig, il faut voir cette partie. Donc, cela veut dire quoi? Pourquoi nous avons calculé les marginaux? Donc, le premier critère de choix d'une variable entrante, ça veut dire la variable ou la production que je vais, ou le produit que je vais produire, le critère du choix de mon produit, c'est ce premier critère, c'est de trouver le marginal le plus grand. Donc, logiquement parlant, là, c'est la méthode de Danzig. Logiquement parlant, si vous avez par exemple la possibilité de produire X1 et X2, et vous savez bien que X1 vous fournit une rentabilité de 1 dirham et X2 vous fournit une rentabilité de 2 dirhams. Qu'est-ce que vous allez produire? Certainement, vous allez commencer par le produit le plus rentable. C'est ça la logique. Donc, logiquement, on doit commencer par produire X2. Et quand on choisit la marge la plus grande, ou logiquement on choisit le produit le plus rentable, on va dire que c'est notre variable entrante. C'est ce qu'on appelle notre variable entrante. Donc là, nous avons choisi notre variable entrante. Donc, ça veut dire une variable entrante, ça veut dire une variable qu'on va produire. Donc, la variable entrante qu'on va produire, c'est X2. Là, on va choisir une variable sortante. Cela veut dire l'écart qu'on va épuiser, la capacité qu'on va épuiser, ou on va produire, si vous voulez, ou combien, ou si vous voulez, c'est ça. Donc, l'écart qui est tout simplement, l'écart qu'on va tout simplement épuiser. C'est ça. Pour trouver la solution, la variable sortante, ou l'écart qu'on va utiliser, qu'on va épuiser, on va choisir le deuxième critère de Danzig. Quel est notre deuxième critère de Danzig? C'est ça. Donc, Danzig, il vous dit que pour tout simplement choisir la variable sortante, il faut diviser la deuxième partie de l'équation avec les coefficients de la colonne, ce qu'on appelle la colonne pivot, la colonne de la variable entrante. Donc, de telle façon à avoir, le choix va être le rapport le plus petit. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que tout d'abord par TI? TI, c'est le rapport. BI, c'est la deuxième partie des équations. CIJ, c'est les coefficients
les coefficients de la colonne pivot, ce qu'on appelle la colonne pivot, ou la colonne où se trouve la variable entrante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste calculer ici TI. Donc, TI à quoi est égal? On va diviser BI sur les coefficients de la variable sortante. Entrante, désolé. Donc, on doit choisir la variable entrante, c'est le rapport le plus petit. Donc, notre variable sortante, c'est tout simplement, normalement, on doit faire on va garder cela va nous aider à. On va laisser cette partie un peu intacte. Donc, un remplissage. Là, c'est la mise en forme, c'est la partie mise en forme. Là, c'est le choix de variable entrante, variable sortante. C'est bon. Donc, logiquement, pourquoi on doit choisir 150? Cela veut dire, si on choisit X2, ça, vous pouvez le faire sur une feuille de brouillon. Si on choisit comme variable entrante X2, si on prend les trois équations, donc variable entrante X2, cela veut dire que on va garder variable, si on choisit comme variable sortante E1, ça veut dire variable entrante, ça veut dire que sortante, ça veut dire que E1 deviendrait une variable hors base. Ça veut dire qu'il doit être égal à 0. Donc on va l'épuiser. Donc si on choisit une variable sortante E1 est égale à 0, et on choisit une variable entrante est égale à X2, donc si on prend cette valeur, 150, donc X2, certainement, elle serait, X2, sa valeur serait 150. Si X2 est égal à 150, si on la remplace dans les deux équations restantes, on va trouver que E2 et E3 ne sont pas, tout simplement, ne représentent pas un goulot d'étranglement. Ça veut dire que cette X2 et les trois ateliers peuvent les produire. Mais si on choisit comme variable sortante, par exemple, ici nous avons 350, le rapport de 350, si on choisit la variable sortante est E2, donc E2 est égal à 0, E2 est égal à 0, donc et on remplace X2 dans les autres, donc X2 à quoi est égal? À 350. Si on remplace X2 est égal à 350, si on la remplace dans les autres équations, on va trouver que E1 et E2, un des deux est négatif. Cela veut dire que la capacité des ateliers est dépassée. Donc, cette solution permet ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Ça veut dire qu'un atelier ne peut pas la produire. C'est pour cela qu'on choisit T1, T1 la plus petite. Donc, chaque étape de Danzig, elle a une explication logique. C'est ça. Donc, notre variable sortante, c'est E2. Donc, on va mettre à jour. Cela veut dire mettre à jour, c'est tout simplement. Donc, mettre à jour, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer, donc, notre variable entrante, c'est X2, variable sortante est E2. Donc, ici, on va mettre X2. Donc, les variables de base deviennent X2, E2 et E3. On va garder les mêmes variables qu'ici. Désolé, comme j'ai oublié une chose importante, c'est que cette colonne, on l'appelle la colonne pivot. La colonne pivot. Donc, la colonne pivot. La colonne pivot, c'est la colonne où se trouve X2. Désolé. Et nous avons ici une autre ligne, ce qu'on appelle la ligne pivot, où se trouve E1.
Donc là, on appelle, donc, cette colonne, on l'appelle la colonne pivot, et cette colonne, on l'appelle la ligne pivot. Et cette valeur 3, on l'appelle le pivot. Donc, pour mettre à jour notre tableau, il suffit, première des choses, il suffit de diviser notre ligne pivot, on doit la diviser sur le pivot, sur 3. Donc, on doit normalement une valeur hors base. Donc, vous le constatez ici, nous avons E2, donc E2 hors base, désolé. Donc, les valeurs hors base ici, plutôt les valeurs de base, désolé, les valeurs de base, désolé, les valeurs de base, ils ont une forme de 1, 0, 0. Donc, normalement ici, puisque, par exemple, E2 est une valeur de base, on trouve 0, 1, etc. Donc, puisque la x2 devient une variable de base, cela veut dire que sa forme deviendrait ici 1, 0, 0, 0 et 0. Donc, c'est ça. Donc, puisque x2 est devenu une variable de base, donc on doit trouver ici 1, 0, 0, 0, 0. Donc, pour que 3 devienne 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette colonne, la totalité de cette colonne, on doit la diviser sur 3. Donc, on va mettre ici rapidement. Donc, 3 sur 3. Donc, vous allez me dire, donc on va juste glisser et on va juste diviser les autres sur 3. Donc je vais glisser jusqu'à ici. Je vais glisser jusqu'à ici. C'est pour cela Excel est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider à faire rapidement cette méthode d'algorithme du simplex. Pourquoi? Parce que je ne vais pas m'amuser à faire des ratios 1 sur 3, 2 sur 3, etc. Il va juste nous faire des calculs rapidement. Donc, pour trouver, donc il faut suivre cette... Voilà. Il nous reste 10 minutes. Est-ce que vous arrivez à suivre mes explications tout d'abord? D'accord. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que cette séance, elle est enregistrée. Toutes les étapes, ils sont enregistrées. Et j'explique d'une manière la moins rapide possible. Donc, deuxième chose. Puisque la colonne pivot doit contenir 1 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici. Donc, pour que cette valeur devienne 0, on doit faire une soustraction. Si on veut que cette valeur devienne 0, donc si normalement on doit faire la soustraction entre cette colonne et ce qu'on appelle cette ligne et la ligne pivot. Mais à quelles conditions? Que cette valeur devient 0. Donc, pour trouver ici une valeur de 0, je dois normalement transformer ce chiffre de 3 en 1. De quelle manière je vais faire? Je vais vous montrer comment le faire avec une fonction, choisir une fonction, mettre à jour. Donc, si je veux calculer les valeurs de la ligne 2, si je veux calculer les valeurs de la ligne 2, à quoi est égale les valeurs de la ligne 2? Valeur, ligne 2, à quoi est égal? Est égal ligne 2 moins ligne 1, et la ligne 1, je vais la multiplier fois 1 sur 3. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, pour tout simplement transformer cette 3 en 1, donc normalement, pour qu'on trouve ici 0, 1, moins, pour obtenir 0, la soustraction doit être 1 moins 1. Mais nous avons 3. Pour transformer 3 en 1, je vais juste multiplier 3 fois 1 sur 3. Ça va me donner 1. C'est pour cela, le calcul de la ligne numéro 2, pour le réaliser, il suffit de mettre la ligne 2 moins la ligne 1 fois 1 sur 3. Ça va me donner 0. Et je vais vous montrer. C'est pour cela Excel, elle est facile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 1 moins 3 et je vais multiplier fois
1 sur 3. Donc j'ai 0. Donc je vais appliquer la même règle sur toute la ligne. Donc vous allez constater que c'est très facile. Et vous allez constater aussi que les valeurs des variables de base sont 0, 1, 1 ne changent pas. Donc, et vous allez constater que la variable E1 qui est devenue hors base, ces valeurs ont changé. Donc on va faire la même chose. Donc pour trouver les valeurs de la ligne 3, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire donc les valeurs, pour calculer les valeurs de la ligne 3, je dois mettre L3 moins ligne 1 fois 1 sur 3. C'est la même chose, puisque nous avons fait la même chose, donc 1 sur 3 fois 1 sur 3, ça va me donner 0. Donc je répète, les valeurs de la ligne 3, c'est la ligne 3 moins la ligne 1, ça veut dire la ligne pivot, fois 1 sur 3. Ça va me donner 0. Donc je vais faire la même chose. Donc, à quoi est égal 1 moins la valeur de la ligne pivot, moins fois 1 sur 3. Peut-être j'ai fait une erreur ici. 1 sur 3. Ça va me donner 0. Donc, je vais faire la même chose. Il me reste 6 minutes. Donc, nous sommes arrivés à cette phase. Donc, on doit calculer aussi G1. Donc là, nous avons terminé la partie. Donc, on doit. Donc, comment on a calculé les J? Nous avons juste calculé ZJ. ZJ, c'est 2 fois cette valeur, plus 0 fois cette valeur, et ainsi de suite, on calcule Z. À quoi est égal à J? J, c'est J1. À quoi est égal à J1? J1, à quoi est égal à J1 est égal. Normalement, ici, c'est, je ne parle pas, c'est ça, J1, à quoi est égal? À quoi R, si vous voulez, R1 de la ligne 1. Alors, R, c'est le coefficient initial de la fonction économique, moins Z1. À quoi est égal à R1? Donc, nous avons R1 est égal à 1 et Z1 est égal à cette valeur. Donc, 1 moins, désolé, moins cette valeur, si vous voulez. Elle nous a donné 0, je pense 0,33, je pense. Donc, et ainsi de suite. Et nous avons calculé le reste des J. Donc là, nous avons terminé la mettre à jour, l'étape de mise à jour des équations. Donc là, on va choisir des variables entrantes. Donc on va copier-coller ces valeurs. On va juste coller les valeurs. D'accord? Donc là, on doit choisir une nouvelle variable entrante. Pour choisir une variable entrante, il suffit de choisir, je pense que j'ai fait une erreur ici, Z de R. Non, c'est pas grave, non, j'ai pas fait d'erreur, d'accord? Je vais enlever le plein écran.
Donc, pour tout simplement choisir une variable entrante, nous avons dit que selon le premier critère de Danzig, il faut choisir la marge la plus grande. Ici, nous avons 0 vers le 3. Donc, notre variable entrante, c'est x1. Donc, notre colonne pivot, la colonne pivot, c'est celle-là. On va la colorier. Donc, c'est la colonne pivot. Donc, pour trouver la variable sortante, je ne vais pas réexpliquer pourquoi, parce que nous l'avons fait 2 fois. Donc, il suffit de calculer TI. À quoi est égal à TI? C'est le rapport entre BI et les coefficients de la variable et les coefficients de la colonne pivot. Donc, ça va nous donner cette formule, ce calcul. Donc, quelle est la variable sortante qu'on va choisir? Donnez-moi la variable sortante. Je vais voir, est-ce que vous avez suivi la variable sortante? Est-ce que la variable sortante? Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez le rapport de X, le rapport en face de X2 est de 450, en face de E2 est de 120, et en face de E3, c'est 75. La règle, je vais vous montrer la règle avant de me répondre. La règle, il nous dit quoi? Il faut choisir TI, le plus petit, minimum. Donc, si vous voulez, l'écart le plus petit, c'est l'écart le plus petit qui va nous permettre l'écart le plus petit et la variable sortante. N'oubliez pas que ici, normalement, l'écart le plus petit est différent de 0. Il doit être supérieur, désolé, les coefficients de la colonne pivot doivent être supérieurs strictement à 0. Donc, si vous trouvez le rapport est égal à et négatif, on va prendre les valeurs positives, juste les valeurs positives des rapports. D'accord? Donc, quelle est votre réponse? E3, exactement, E3. Donc, E3, c'est E3. Donc, devant E3, nous avons le rapport le plus petit. Donc, c'est la variable sortante. Donc, la variable sortante, c'est celle-là. On va la faire comme ça. Donc, variable sortante, c'est celle-là. Donc, E3 est égal. Donc, on va mettre à jour notre tableau. Ça veut dire mettre à jour notre tableau. On va aussi prendre, copier, coller les valeurs. Donc, on va mettre à jour. Donc, c'est pas. J'ai copié toutes les. Je vais faire cela d'une manière un peu moins rapide. Donc, pour mettre à jour donc les variables, je vais commencer par les variables de base. Nous avons x2. E1, elle va rester dans les variables de base. E2, E3, on va la remplacer. On va la remplacer par quoi? Par x1. D'accord. Quels sont les coefficients ici de CI? 1, 0, désolé, je vais répéter la même erreur. 1, E, 0 et 1. Donc, vous avez ici, on va faire la même chose. Donc, nous avons dit quoi? Nous avons dit que les variables, que les valeurs ou les coefficients de la colonne pivot, de la colonne pivot, doivent comporter les 1, 0, 0, 0. Donc, les variables, donc puisque x1 est devenu une variable de base, différente de 0, cela veut dire qu'elle doit tout simplement. Donc, on doit avoir ici 1. Ici, on doit avoir 1 ici, et 0 dans les autres. Donc, on doit avoir ici 1 et 0 ici, et 0 ici, et ainsi de suite. Donc, pour avoir 0 ici, c'est très facile. Donc, pour avoir 0, donc, désolé, pour avoir 1, donc on doit avoir ici 1.
Pour avoir un, qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement prendre la valeur, cette valeur, et la diviser sur elle-même. Donc, on va mettre ici quoi? On va mettre égal cette valeur sur elle-même. Et je vais figer pour que cette valeur, donc je dois figer, désolé, je dois figer le dénominateur. Pourquoi? Parce que c'est le dénominateur. Donc, nous avons dit que, qu'est-ce que nous avons dit? Donc, je vais faire la même chose, les mêmes explications. Donc, à nouveau, choisir un nouveau là. Donc, à nouveau, donc mettre à jour les équations. Donc, nous avons une deuxième mise à jour des équations. Donc, maintenant, on va calculer, désolé, mettre à jour les équations. On va calculer la ligne, tout d'abord la ligne pivot. Les valeurs de la ligne pivot. Pour calculer les valeurs de la ligne pivot, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne pivot sur le pivot. Donc la ligne pivot, c'est celle-là. On va la diviser sur le pivot. Donc c'est pour cela que j'ai gardé, figé la valeur de cette. Donc nous avons 1, je vais juste glisser. Vous allez constater que c'est facile. Donc je vais juste glisser. Donc si on veut calculer la ligne 2, pour calculer la ligne 2, pour avoir 0 ici, on va prendre cette valeur, et on va soustraire cette valeur, et on va multiplier cette valeur avec, ok, donc ici, je dois vous montrer pour tout simplement, donc la ligne 2, quoi est égal à la ligne 2? Est égal la ligne 2, la ligne 2, ligne 2 moins ligne pivot multiplié par, on va multiplier par quoi? On va multiplier par cette valeur 1,66 sur 0,66. 1,66 sur 0,66. Je fais ces calculs rapidement et je vous montre quand même comment les faire étape par étape. Donc normalement, pour calculer les valeurs de la ligne 1, la ligne 2 plutôt, pour que cette valeur devienne 0, je dois prendre cette valeur, soustraire cette valeur, mais je dois multiplier cette valeur fois 1,66 sur 0,66. Pourquoi? Si je prends 0,66 et je la divise sur 0,66, ça va me donner quoi? 1. Donc, je n'ai pas encore résolu le problème. Je dois trouver 0. Donc, je dois diviser sur la logique, je dois diviser sur 0,66, je vais avoir 1, et puis je vais multiplier par 1,66. Là, j'ai résolu le problème, donc 1,66 moins 1,66. C'est ça l'idée. Donc, je vais prendre la ligne 2, je vais soustraire, je vais mettre moins, ligne pivot. La ligne pivot, je vais la multiplier je vais la diviser sur 0,66 pour qu'elle devienne 1, et je vais multiplier par 1,66 pour tout simplement obtenir 0. Donc, je vais faire le calcul rapidement. Donc, cette valeur moins cette valeur, je dois la multiplier. Multiplier par quoi? Multiplier par cette valeur sur cette valeur. Je pense que c'est ça. Et pour tout simplement faire le calcul rapidement, je vais figer
Donc, j'ai obtenu ici 0. Je vais tout simplement glisser les valeurs et j'aurai mes résultats. Donc, je vais faire la même chose pour tout simplement. Donc, je vais calculer la ligne 1. À quoi est égale la ligne 1? Est égale la ligne, désolé, ligne 1. Donc, ligne 1 moins ligne pivot. Et je dois la multiplier par quoi? Donc, pour que j'obtienne ici 0, je dois mettre 0,33 moins 0,66 et je vais diviser 0,66 par 0,66 et j'aurai 1 et je vais multiplier par 0,33 pour tout simplement avoir un résultat de 0. Donc, si vous voulez, donc, je vais multiplier donc 1, donc fois donc 0,33. Donc, je vais prendre cette, si vous voulez, cette. Je vais juste remplacer 1,66 fois. Donc, c'est ça. Donc, toujours, je divise par 0,66. Ça veut dire le pivot qui va allumer ici, si vous voulez, la valeur de la ligne pivot, si vous voulez. En fait, c'est ça. Donc, je continue. Donc, je vais mettre cette valeur moins le pivot. Je vais multiplier le pivot fois cette valeur et je vais diviser sur le pivot. Donc, je vais figer pour. Donc, c'est ça. Donc, là, j'ai calculé. Donc, là, j'ai mis à jour les 3 lignes. Il me reste la ligne des marches. La ligne des marches. Donc, pour calculer les marches, il suffit de calculer Z. Je vais ajouter Z. ZJ. À quoi est égal à ZJ? Est égal à cette valeur fois cette valeur. Je vais figer cette valeur. Pour avoir 0. Désolé, je n'ai pas complété. Donc, 0. Fois plus 0 fois 0. Donc, je dois aussi figer cette partie. Je vais compléter plus cette valeur fois cette valeur. Je vais aussi figer cette. Donc, ça va me donner. Donc, c'est ça. Donc, à quoi est égal à G? Les marginaux. À quoi est égal? C'est égal, marginaux est égal à quoi? À RI, à RJ plutôt. RJ, c'est le coefficient initial de la fonction économique. Donc, la fonction économique, donc, coefficient initial, c'est ça. Je l'ai mis, je vais le mettre ici. Je vais tout simplement sélectionner cette data. C'est pour tout simplement faciliter le travail. Donc D20 moins, donc RJ moins ZI. ZJ, désolé, ZJ. Ici, c'est ZJ. Je pars ici des colonnes et non pas des lignes. Donc, je reprends, je refais le calcul. Donc, D20, c'est le coefficient initial de la fonction économique. Ça veut dire de 1. Et D45, c'est ici. Donc, c'est ça, c'est cette valeur. Donc, à quoi est égal à GI? GI, je vais revenir à la présentation. À quoi est égal à GI? Premier critère de Danzig. Donc, ZJ plutôt est égal coefficient des variables de base selon la fonction économique fois les coefficients de la colonne. À quoi est égal à J? J est égal à RJ moins ZJ. C'est ce qu'on a fait. Donc, pour choisir la variable entrante, il faut choisir, il faut juste choisir la marge la plus grande. Est-ce que nous avons ici une marge? Donc, si on trouve que les marges
de x1 et de x2 est égal à 0, soit nul, soit négatif, en fait, soit nul, ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Donc, on n'a pas de marge à traiter. Donc, sur la base de cet algorithme, puisqu'on a commencé par entrer une variable entrante, une variable sortante, et puis une autre variable entrante et une variable sortante, c'est ce qu'on appelle un algorithme. C'est un processus où il y a des règles à suivre, et il y a des solutions, et on trouve si la solution est satisfaisante ou pas, on change. Donc c'est pour cela, donc, nous avons choisi comme variable entrante les produits qui sont les plus rentables. Et nous avons choisi les variables sortantes, les écarts qui, dans leur choix, ne causent pas des goulons d'étranglement. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette méthode. Donc, la valeur de x1, à quoi est égal à x1? Donc, on trouve x1, c'est les variables de base, tout simplement. Quelles sont les variables hors base? Les variables hors base, ce sont les variables. Nous avons les variables de base. Nous avons E1 et E3. Donc, E1 et E3, vous allez la constater que E1 et E3 est égal à 0. Je n'ai pas mis ici. Donc, j'ai oublié E3 ici. Donc, E3, donc les variables hors base sont les variables hors base. Hors base, c'est, donc nous n'avons pas ici, nous n'avons pas ni E1 ni E3. Donc, E1 est égal à 0 et E3 est égal à 0. Ça veut dire que nous avons épuisé la capacité des ateliers, de l'atelier numéro 1 l'atelier numéro 3, si vous voulez, s'il s'agit des ateliers. Et les variables de base, normalement, les variables de base, leur valeur se trouve ici. Donc, à quoi est égal à x1? x1 est égal à 75 et x2 à quoi est égal à 125. Et R, pour calculer R, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction économique ou tout simplement de prendre ici. Vous pouvez tout simplement J ici, il nous donne, en face d'elle, il nous donne moins 325. On prend tout simplement la valeur positive, c'est 325. C'est 325. Mais si on veut calculer R, il faut juste tout simplement solution, notre solution. On est arrivé à la fin, donc c'est ça. Solution optimale est x1 donc solution optimale, c'est x1 est égal à 75, x2 est égal à 125, E1 est égal à 0, E2 est égal à 75, ça veut dire que l'atelier E2, sa capacité n'a pas été totalement épuisée. E3, c'est bon. Et R1, le résultat maximal, donc on va le calculer. Donc, où se trouve la fonction économique? Là, la fonction économique est celle-là. Donc, on va la prendre. On va calculer. Si on calcule, donc il suffit juste de remplacer x1 avec sa valeur. x1, c'est combien? x1, c'est 125, c'est 65, c'est max R est égal à 75 plus 2 fois 125. Ça va nous donner combien? Donc, si on prend cette... ça va nous donner 325, c'est si vous voulez,
325 et la rentabilité maximale qu'on peut obtenir. Et le programme de production qui nous permet une rentabilité maximale, c'est le programme où il y a x1 est égal à 75 et x2 est égal à 125. Donc, j'ai terminé la partie application. Est-ce que vous avez des questions? C'est ça le plus. Donc, nous allons passer à la vérification des résultats de la méthode du simplex en utilisant le solveur de Excel. Donc, dans un premier temps, on doit activer l'option du solveur. En cliquant sur le menu Add-in, puis en cliquant sur le bouton Go, et donc une fenêtre apparaît, on peut activer l'option solveur. Donc c'est déjà fait, donc on va continuer. Donc, après avoir activé le solveur, on va se diriger vers Data, et puis nous avons ici le solveur qui est actif ici. Donc nous allons tracer un tableau où il y a le programme de production, un tableau où il y a les contraintes techniques, et on va mettre aussi les contraintes logiques. Cela va nous aider à mettre les contraintes sur le solveur. Donc on va cliquer sur solveur, on va commencer. Donc la première étape à faire, c'est tout simplement de définir l'objectif. Donc l'objectif, c'est de maximiser la fonction économique. Donc on va cliquer sur la cellule vide devant max R. Juste après, on va laisser l'option maximum. Donc on va passer aux cellules qu'on va changer. Donc les cellules changeantes, donc on va sélectionner ces cellules pour ce que le solveur va faire varier le programme de production. Ça veut dire la quantité à produire de X1, de X2 et l'écart ou les écarts des différents ateliers. Donc il nous reste d'ajouter les contraintes. On va ajouter les contraintes techniques. Donc, contraintes techniques. Première contrainte technique, c'est que la première contrainte, ou la première équation qui est x1 plus 3x2 plus l'écart E1 plus est égal à 440. Est égal à 440. On va ajouter la deuxième contrainte, 2x1 plus x2 plus l'écart E2 est égal à 350 égale à 350. Contrainte numéro 3 donc, est égal à quoi? Est égal à 200. Donc le solveur n'est pas encore terminé. Donc ici, je dois mettre contrainte 3. Donc, normalement, je dois mettre dans cette cellule la contrainte. Donc, à quoi est égal avec ça? C'est 1 plutôt la contrainte. C'est x1 plus 3 fois x2 plus
l'écart 1. À quoi est égal à C2? C2 est égal à 2 fois x1 plus x2 plus l'écart E2. À quoi est égal à la contrainte de 3? C'est x1 plus x2 plus x2 plus. Alors, nous avons terminé aussi bien remplir les cellules de contrainte avec leur formule adéquate. Et nous avons aussi ajouté les contraintes sur solver. Donc, on doit aussi ajouter ici la fonction économique. À quoi est égale la fonction économique? Est égale à x1 plus 2 fois x2. Donc, il nous reste une chose importante. Donc, nous avons ajouté la formule de la croissance économique. Nous avons tracé le programme de production. Nous avons ajouté les contraintes techniques. Il nous reste les contraintes logiques. Qu'est-ce que ça veut dire les contraintes logiques? Donc, je vais ajouter contrainte logique, c'est que XA doit être supérieur à 0. X2 doit être supérieur à 0. E1 doit être supérieur ou égal à 0. E2 doit être supérieur ou égal à 0. 3 doit être supérieur ou égal à 0. Donc E10, D10, D10, D8 et D9. D'accord. Donc je vais cliquer sur Solve, ça veut dire résoudre. On constate que le solver nous a donné les mêmes résultats que la méthode du simplex. Donc nous avons un programme de production où il y a la production de 75 de x1, 125 de x2, un écart nul de la contrainte de l'atelier numéro 1 et un écart nul de l'atelier numéro 3.